Essos restera le berceau de l'humanité quoi qu'il arrive. Cet immense continent aux frontières inconnues demeure comme un véritable carrefour des civilisations. Certains lieux jouissent d'une réputation sordide, tandis qu'une grande partie des cités de ce continent alimentent de sombres légendes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dans la cité de Qarth, cité mystérieuse qui accueillera brièvement la jeune Daenerys Targaryen lors de son périple pour la quête du trône de fer. Entre analyses géohistoriques et cultes obscurs, aventurons-nous dans ces ruelles étranges, là où personne n'ose avancer. Prêt à vous immerger dans une culture étrange? Allez go, c'est parti! Les Khatti appartiennent à un peuple apparu à l'âge de l'aube, alors que les premiers hommes n'étaient pas encore arrivés sur le continent de Westeros. Leur peuple installa un réseau de puissantes cités-États le long de ses frontières au sud-est de la mer d'Othrak. Plusieurs guerres contre le royaume de Sarnor poussèrent les Khatti à s'installer encore plus au sud, voyant les grandes plaines herbeuses devenir des déserts à mesure que leur influence grandissait. Avec la chute de l'Empire valyrien, les Khatti pensaient pouvoir tirer leur épingle du jeu, mais ils furent rapidement stoppés par l'avancée fulgurante des Dothraki durant le siècle de sang. À chacune de leurs victoires contre les Khatti, les Dothraki renommaient les ruines encore fumantes, comme ce fut par exemple le cas pour l'ancienne Kholan, qui s'appelle désormais Vaes-Kozar, signifiant en Dothraki la cité des araignées. Toutes les cités Khatti furent détruites, si bien qu'il ne restait plus que Qarth pour conserver la mémoire de ce peuple. Une situation qui, paradoxalement, se révéla bénéfique pour la cité qui se détourna du désert rouge pour s'orienter vers la mer et le commerce maritime. Grâce à leur contrôle sur la région des Portes de Jade, Qarth devient une cité commerciale forte à travers le monde. La cité était d'abord une monarchie avant de devenir plus tard une oligarchie. Autrefois gouvernée par les impolus, ces derniers sont aujourd'hui réduits à commander la garde civique et les galères de guerre qui protègent le port. Désormais, Qarth est dirigé par des oligarques issus de plusieurs grandes guildes qui gouvernent ensemble la cité. On y trouve pas moins de 3 clans marchands, les 13, la fraternité tourmaline et la guilde des épiciers, mais aussi les impolus, une guilde d'assassins appelée les navrés, et enfin les conjurateurs qui forment une guilde de sorciers. Les 3 clans marchands regroupent l'ensemble des négociants les plus puissants de la cité et sont en rivalité constante pour dominer la ville, bien qu'ils parviennent à s'allier lorsqu'il faut s'opposer aux impolus. Les conjurateurs et navrés restent en général à l'écart de ces luttes de factions, n'exerçant qu'une faible influence sur le pouvoir. Lorsqu'on s'intéresse plus en détail à l'architecture de la ville, on se rend vite compte de toute la splendeur de Qarth. La cité est protégée par une série de 3 grandes murailles sculptées avec finesse. La première a des portes bardées de cuivre avec des représentations d'animaux, la seconde est composée de fer avec de belles décorations de scènes de guerre, et la troisième en or composée de scènes de luxure. C'est un bijou architectural si imposant que l'explorateur Lomas Grandpa décidera d'en faire une des merveilles de l'homme dans son célèbre ouvrage. Derrière ces murailles, Qarth abrite des bâtiments hauts en couleur avec une architecture variée et complexe. On peut y trouver un grand bazar cosmopolite où toutes les marchandises sont en vente au-dessus de terrasses fleuries, mais aussi de grandes tours minarets, des fontaines en forme de dragon, tarasques et manticores, etc., des grandes arcades dont le grand arc monumental de bronze et de pierres précieuses, une gigantesque place où figurent les héros mythiques de la cité, l'hôtel des non-mourants dont nous parlerons un peu plus tard, le temple de la mémoire qui est le principal édifice religieux de Qarth, sans oublier son port qui est l'un des plus grands du monde avec sa forme iconique en fer à cheval. Qarth est essentiellement connu pour son économie florissante. On y échange des produits comme les soieries, les peaux de tigre, jade, safran, ver dragon et autres denrées rares venues de toutes les contrées d'Essos. La cité exporte aussi son vin et une célèbre liqueur à travers les royaumes du monde entier. Des produits de luxe qui vont de pair avec la réputation des Qarthiens. Ils sont grands avec la peau pâle, ce qui leur donnera le surnom de sang de lait par les Dothraki. Vêtus richement avec des vêtements soignés, les femmes portent traditionnellement le sein nu alors que les hommes ont des robes avec de la soie perlée. Les enfants sont nus et leurs corps sont peints de vives couleurs comme s'ils étaient vêtus, portant simplement des sandales dorées.
Les goûts vestimentaires vont de pair avec leur alimentation où les arts de la nourriture sont sacrés. Les Carsiens ont une grande estime de leurs morts et ils n'hésitent pas à les momifier, prêtant aux dépouilles des pouvoirs magiques. Ils montent généralement des chameaux sur des selles richement décorées de rubis et grenats, sans oublier les équions qui sont des petits zèbres originaires des plaines des Jogosnaï. Les notables se déplacent en palanquin tirés par des bœufs, parfois avec des animaux d'une couleur différente pour respecter la parité. Les chameaux sont également présents au sein de la cavalerie qui compose la petite armée de Qarth, bien que sa principale force reste navale avec les grandes galères de guerre. On y pratique l'esclavage, ce qui est considéré comme nécessaire à l'équilibre et au raffinement de la cité. Ainsi, les Carsiens sont très fiers de leur mode de vie et des atouts de la cité. Une présentation de la population ne serait pas complète sans parler des mages de Qarth qui sont réputés dans tout et sauce pour leur pouvoir et science. C'est au sein de l'hôtel des non-mourants que l'on peut trouver tout type de magie avec la puissante guilde des conjurateurs. Leur bâtiment est surnommé le Palais des Poussières et la rumeur persiste que peu de gens qui osent franchir ses murs en reviennent vivants. L'hôtel est situé au milieu d'un bosquet d'arbres à l'écorce noire et au feuillage bleu qui donne une encre si particulière dont les conjurateurs tirent l'ombre du soir. Il s'agit d'un vin à l'odeur de la chair putréfiée et qui a la particularité d'ouvrir la perception magique de celui qui le consomme. Cependant, beaucoup pensent qu'elle n'est que simplement hallucinogène. Son goût est particulier et il semblerait qu'il change pour s'adapter au vécu de la personne qui ose en consommer. L'usage récurrent de cette boisson a tendance à bleuir les lèvres, ce qui permet aisément de reconnaître les conjurateurs. D'après ces derniers, leur science est infinie et leur vie n'est guère plus qu'un battement d'ailes de mythe. Pour Daenerys Targaryen, cela signifie qu'ils sont aussi anciens que l'époque des Rhoynar et Valyriens, leur longue vie n'étant possible que grâce à leur consommation de l'ombre du soir. Le bâtiment en lui-même ressemble à un gigantesque piège. La porte d'entrée n'est pas facile à trouver et les salles inférieures sont très nombreuses, si bien qu'il est plus qu'aisé de s'y perdre. Dans le trône de fer, Daenerys se rend dans l'hôtel à la rencontre des non-mourants afin d'avoir des réponses sur son projet de conquête. Après avoir longtemps erré dans le bâtiment, elle semble en proie à de terribles hallucinations qui alternent entre visions, prophéties et curieuses énigmes. Une première salle est composée de magiciens richement vêtus, d'un guerrier en armure d'émeraude qui lui propose d'accepter des armes magiques ou d'apprendre le langage des dragons. L'une des magiciennes présentes dans la salle lui dira qu'elle est à l'origine de la comète rouge afin de la guider jusqu'à eux. Daenerys décide de quitter la salle pour entrer dans une seconde où elle se retrouve nez à nez avec des cadavres maintenus en vie par des pulsations de cœur en décomposition avec une lueur étrange. Elle comprend alors que ce sont les vrais non-mourants, que ceux qu'elle avait vus avant n'étaient que des illusions et qu'ils se nourrissent des malheureux qui viennent jusqu'à eux. Ce n'est qu'après ces troublantes scènes qu'elle est libérée de l'emprise du bâtiment par le feu de Drogon qui était avec elle, ce qui diffère de ce que nous a réservé la série Game of Thrones, où les non-mourants capturent les 3 dragons pour attirer Daenerys dans un piège. Ce sont eux qui, après la destruction de leur bâtiment, orchestreront depuis l'au-delà l'assassinat de Daenerys en lui offrant une boîte renfermant un manticore. Les conjurateurs font appel aux Navrés, la guilde des assassins, pour s'occuper de la jeune mère des dragons. Un plan mis à mal par l'intervention salvatrice de sœur Barristan Selmy qui sauve la Targaryen de ses agresseurs. Les Navrés sont réputés pour s'approcher de leurs victimes en leur disant « vraiment navrés » avant de les exécuter. Même s'ils sont moins redoutés et connus que les sans-visages, ils ont la réputation de ne jamais manquer leur cible. Daenerys a eu de la chance d'en ressortir vivant, à moins que cela ne soit tout bonnement sa destinée. Qarth reste une cité atypique avec ses qualités et spécificités. Une cité pour le moins étrange qui participera pleinement à l'aventure de Daenerys dans sa quête pour le trône de fer. Le continent des sauces regorge d'endroits aussi mystérieux que troublants, et je vous rassure, il y en a encore pas mal qui n'ont pas livré tous leurs secrets. On se réserve cela pour la suite de notre voyage, et on se dit à la prochaine pour d'autres aventures en terre Game of Thronienne. Bye tout le monde!